Mesdames et messieurs, bonjour. Discours d'investiture du chef de l'État annonçant un mandat hautement social, formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat avec quelques surprises et débats sur la suppression du ministère de la Communication. Voilà, mesdames et messieurs, les faits de l'actualité de ces derniers jours, des événements qui feront certainement encore l'actualité là où les semaines à venir. Mais sur ce plateau, nous marquons un petit arrêt pour revenir sur ces différents événements avec un invité qui est un observateur de l'actualité ou de la vie politique du pays. Il a même transcrit dans un livre ses analyses sur l'actualité politique du Bénin depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir. Marc-Laurent Razoumin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un professeur de linguistique à la retraite, ancien chercheur à l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation à Hambourg en Allemagne de 1997 à 2005, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont celui qui va retenir notre attention durant cet entretien, intitulé bien évidemment Bénin, la rupture, destruction de l'esprit de la conférence nationale ou conjuration de la fatalité. Professeur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien et merci d'avoir accepté notre invitation pour cet exercice oral du décryptage de l'actualité, même si vous êtes habitué à celui écrit, on va dire. Alors, vous avez certainement suivi l'actualité de ces derniers jours qui reste marquée, comme je le disais dans l'introduction, par l'investiture du chef de l'État, son discours et également la formation du tout premier gouvernement du deuxième quinquennat. En tant que citoyen, comment vous avez vécu tous ces événements-là? Je peux dire de but en blanc que je les ai bien vécus de toutes les façons, de par le discours du président lui-même, le discours d'investiture, qui était pour moi un discours programme, pratiquement, de façon concrète. Il a essayé de dénoncer un certain nombre de choses, d'annoncer ce qui va se passer enfin dans le futur, durant le quinquennat. Et cela est très bien, justement. Et sa grande annonce portait sur ce que tout le monde attendait depuis et continue d'attendre. Donc le social. Le social dont on parle tant, mais chacun y met ce qu'il veut en fait. Chacun y va de ses interprétations. De ses interprétations. Selon les attentes. Exactement, de chacun. Hein. Quand vous allez au marché, quand je vous vois faire des interviews au marché près des commerçants et tout cela, ils parlent de la douane, des taxes douanières qui sont très élevées, qui ne leur permettent pas d'avoir une certaine marge s'ils ne renchérissaient pas les choses. Donc, ils sont des attentes aussi à ce niveau. Des attentes à ce niveau. Il faut baisser les droits de douane, les taxes douanières, ainsi de suite. Le fonctionnaire, les syndicats attendent le relèvement du SMIC et aussi payer à l'indice réel le fonctionnaire. Parce que ceux qui avancent les avancements ne sont pas payés automatiquement, je pense. Hein. Il faut le payer à l'indice réel et relever le SMIC. Voilà autant d'attentes hein, au niveau de tout le monde. Et alors, il va falloir, à mon avis, à moi, mon humble avis, que très vite, on explique en fait ce qu'on y met. On explique ce qu'on y met. Je suis sûr hein, qu'il a des idées dessus. Cela a été évoqué, par exemple, il a parlé de l'école, il a parlé des routes, de l'autonomisation énergétique, la disponibilité de l'eau potable d'ici 23 et plusieurs autres chantiers. Pour vous et moi, là, nous sommes d'accord hein, que tout cela entre dans le social. On comprend très bien que cela entre dans le social. Mais quand la grande majorité des gens, quand les gens parlent du panier de la ménagère, c'est pas l'électricité, c'est pas l'eau, tout ça. Bien qu'on manque de tout ça.
et qu'il est en train d'y travailler là. Même si on travaille sur ces chantiers, il y aura forcément des incidences sur Oui, ce panier. encore faut-il qu'ils fassent l'analyse pour le savoir. Pour eux, c'est avoir de l'argent tout de suite pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger. Vous avez même des gens qui disent qu'il faut permettre aux gens de manger 3 fois par jour. Bon, il y a des choses que j'entends, même des syndicalistes qui disent ça, je crois que ça, c'est pas normal. Bon, donc, il faut expliquer rapidement ce qu'on y met et tout le monde sera fixé. Sinon, on y met tout ce qu'on veut. Les citoyens y mettent, ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont déjà des attentes, des attentes. Voilà, donc, chacun interprète cela. Mais je suis sûr que le président, il est clair, comme vous l'avez dit, c'est différents niveaux d'interprétation, de compréhension et tout cela. Moi, je crois que c'est extrêmement important, mais je suis sûr qu'il a lui-même des idées dessus et qu'il va s'en expliquer. Bon, d'ici... Quand il a son programme. Ils verront comment le faire va se passer avec justement les différents ministres qui vont travailler avec lui au cours de ce mandat-là. Parlant de ces ministres, le premier gouvernement de ce quinquennat-là, vous l'avez certainement suivi comme tous les Béninois. Quelle analyse vous en faites en tant que simple citoyen? Première analyse, c'est que les changements n'ont pas été de gros changements, et ça déjà c'est quelque chose de bien pour la continuité. Que certains interprètent pour la continuité. Comme étant une fidélité, loyauté envers... Au-delà de ça, je crois qu'il y a une continuité dans le travail. Hein. Il y a une continuité dans le travail. Bon, c'est pas parce que ils sont fidèles, ils sont loyaux, que non, que vous allez éterniser là. Bon, non, là n'est pas le problème. Bon, c'est un problème humain. Mais la continuité dans le travail. Parce que je me posais la question moi-même déjà, même au niveau du secondaire. Voilà, nous sommes à un moment où les examens sont là, à nos portes. Le président, le ministre Kapbo qui est parti, a préparé tout cela. Bon, et voilà qu'on le remplace. J'ai été un peu inquiet, mais celui qui est là, c'est quelqu'un du domaine, justement. Ayant su après, justement, qu'il a travaillé dans un comité de suivi et puis tout cela, bon, je dis, donc il est au fait des problèmes et il n'y aura pas de rupture. Si on peut il n'y aura pas de rupture. Bon, tant mieux. Hein, il n'y aura pas de rupture. Donc, voilà un peu, c'est surtout pour la continuité que moi, j'ai été un peu fier. Mais dans son discours, il y a aussi la question de l'éducation, de la formation et l'enseignement technique qui occupe aujourd'hui une place importante. Ça, je crois qu'il faut le féliciter d'avoir engagé cela. Il n'est pas le premier à le dire, tous les présidents l'ont dit, mais ils n'ont jamais engagé de façon concrète. De façon concrète sur l'enseignement technique, renforcer l'enseignement technique. Ici, les professeurs, les techniciens, les professeurs de l'enseignement technique ne sont pas formés. Il n'y en a même pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il en envoie pour qu'ils soient formés. J'avais écrit un livre sur l'université. Dans lequel vous proposez des solutions. Ce à quoi j'avais réfléchi, je dis, mais on peut transformer la moitié des CEG, enseignement général, là, qui existe aujourd'hui, en enseignement technique, afin que nous ayons beaucoup de techniciens quand même dans le pays. Dieu merci, c'était une réflexion que je faisais comme ça. Bon, j'ai vu que je n'étais pas en fait le seul à y penser. Et c'est ce qu'il a fait exactement. Moi, je crois que c'est extrêmement important. Former les professeurs et être un peu dans la modernité, parce que le monde évolue. La technique évolue, le numérique évolue, et tout cela, il faut que nos enfants puissent être habitués à tout cela. Que la formation puisse être en adéquation. En adéquation avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la modernité. Tout de suite disponible sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi. Bon, donc ça c'est extrêmement important. Donc ça, la formation technique est quelque chose de fondamental. Sinon, qu'est-ce qui va se passer finalement si on n'a pas de techniciens et tout cela dans le pays? Mais il n'y aura pas d'industrie dans le pays. Le pays ne peut pas être industrialisé. Par exemple, si les gens veulent délocaliser des usines ici et tout cela, aussi trouveront des techniciens
pour y travailler. Alors que justement, dans le programme, il y a une partie où le chef de l'État l'a clairement dit, retour de l'industrie. Mais c'est ça. Tant qu'il n'y aura pas ça, et le chômage va galoper. Le chômage sera toujours là. Donc il faudrait déjà former la main-d'œuvre. Former la main-d'œuvre. Vous voyez, donc pour que ces gens-là puissent s'adapter à tout ça, que les industries puissent s'installer. Sinon, ils vont venir avec leurs gens ici, non. Et voir nos enfants chômage. Non. Je crois que c'est un très bon discours, c'est un programme. Okay. Et si ce programme pouvait être suivi, alors là, moi, je crois que ça serait quelque chose de très bien en 5 ans et que cela se poursuive après lui, ça serait très bien. Donc chacun des Béninois aura maintenant pour tâche de prendre le programme, justement ce programme-là, pour pouvoir le suivre et voir l'évolution progressive dans le temps. Oui, je crois qu'il va le faire, c'est un homme de parole quand même. Alors, monsieur Azuma, est-ce que cette investiture-là ne vient pas un peu acter toutes les réformes qui ont été lancées depuis 2019, ou bien est-ce que ce n'est pas un sacre en fait? Oui, ça montre tout simplement que, bon, les réformes ne sont pas des réformes farfelues, que c'est des réformes qui ont été bien pensées tout de même si certains n'ont pas voulu y adhérer. De par leur fait. Oui, de par leur fait. Hein. Parce que il faut que nous soyons toujours un peu de bonne foi en politique et tout cela. Bon. Parce que ça a été quand même discuté. Vous savez, ce qui m'étonne un peu ici, c'est qu'on ne veut pas évoluer. Mais le monde évolue, il faut qu'on évolue. Vous avez 200 ou 300 partis dans un pays de 10 millions d'habitants avec un taux de 50% d'analphabètes. Bon, bref. Bon, on ne veut pas diminuer le nombre de partis. On ne veut pas faire des réformes pour évoluer. Dans une année, on peut avoir, je ne sais pas quoi, 3 ou 4 élections. C'est des dépenses faramineuses et tout ça. Mais voilà des réformes auxquelles on a pensé. Pour diminuer un peu tout cela, pour réorganiser la vie politique dans notre pays, pour réorganiser en fait toutes les structures dans notre pays, mais évoluons tout de même. Et les gens le savent, ils savent très bien que ces réformes-là sont importantes. Mais on y met toujours un peu de mauvaise foi parce que c'est lui qui le fait, c'est pas moi. Pourquoi le ferait-il? Pourquoi réussirait-il? Je le dis parce que nous sommes comme ça. Et oui, c'est notre mentalité profonde. Vous voyez, c'est pas moi, c'est l'autre, donc je ne l'accepte pas. L'individualisme, l'égoïsme. Oui, mais c'est là le danger, justement. Il faut le dire aussi, vous voyez. Donc, c'est pas faute d'avoir expliqué ces réformes-là. C'est pas faute d'en avoir discuté. Ils en ont discuté. Et ils ont été d'accord sur toutes ces propositions-là. Donc, je crois que ce qui s'est passé la dernière fois, c'est un peu la consécration de tout cela. Et que aujourd'hui, bon, les gens vont revenir dans les rangs, quitte à rediscuter avec eux pour pouvoir améliorer un certain nombre de choses. Parce que toutes choses s'améliorent, toutes les choses s'améliorent dans la vie. Écoutez, nous avons, avec notre âge, nous avons mis des choses en place. Demain, ces choses-là vont changer. Nous allons partir. Ceux qui viendront après nous diront non, il faut changer un peu cela, et ça doit être fait. Mais en fait, je crois que, puisqu'il a fait appel à tout le monde aujourd'hui, et que tout le monde, j'espère que ça va être compris, et que les discussions vont avoir véritablement lieu, mais à l'impunité, il tient. Hein? Ah oui, parce que là... il a été clair. Ah oui, il faut qu'il soit clair, parce que tout ce qui s'est passé au cours des élections, on veut savoir, non? Qui a fait quoi? Qui a commandité quoi? Les responsabilités doivent être situées. C'est pas parce qu'on en appelle aujourd'hui au regroupement, au travail ensemble que nous allons oublier ça. Non. Même pour le citoyen, les citoyens que nous sommes, vous et moi, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on sache qui a fait quoi dans tout cela. Qui a été responsable de quoi? Qui a appelé à quoi? Et c'est vie. Maintenant, il est le président de la République, s'il veut gracier telle personne et qui aurait
qui serait entré dans ces choses-là, c'est à lui de le faire. Mais il faut d'abord savoir situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités. Pour savoir quoi faire après. Quoi faire après? Si vous ne situez pas ça, vous voyez, la conférence nationale, pour qu'elle arrive là, cette conférence nationale, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. La banqueroute et tout ça. Les gens ont pillé le pays. Certaines personnes ont pillé le pays. Des fonds ont été envoyés dans les paradis fiscaux et autres. Quand je prends le cas de Cissé qui a vécu ici, les banques lui appartenaient, lui, c'était sa poche. Vous voyez? Donc des milliards ont été envoyés à l'extérieur. Mais qui a puni qui dans tout cela, finalement? Qui a puni qui? C'est ça l'impunité qui dure depuis cette période-là jusqu'à maintenant. Qui gangrène. Oui, jusqu'à maintenant. Je crois qu'il faut en finir là. Pour la postérité, ça c'est extrêmement important. Hein? Donc je ne vois pas en quoi, parlant de cela, le Patrice Talon a tort, en fait, parlant de cela. Peut-être par sa façon de faire, sa façon de réagir. Peut-être que c'est ça qui a cassé un peu les gens. Vous parlez justement de cette conférence nationale-là. Vous l'avez rappelé dans votre livre et on va venir donc à ce livre que je présentais tout à l'heure dans mon introduction. Le titre, c'est Bénin, la rupture, déstructuration de l'esprit de la conférence nationale ou conjuration de la fatalité. C'est une interrogation. Peut-être que je vais montrer la couverture aux téléspectateurs. Voilà, donc ce qu'on va démarrer comme ça, c'est de parler de ce livre. Et justement, dans cet ouvrage-là, Monsieur Azuma, vous êtes revenu sur tout ce qui s'est passé en 2019, les événements du 1er et 2 mai 2019 et tout. Mais quand moi je lis un peu ces analyses dans l'ouvrage, je retiens que vous estimez que l'opposition à un moment donné a manqué de stratégie. Oui, en fait, parce qu'ils croyaient tellement à leur stratégie qu'en fait, elle a échoué, elle n'a pas réussi. Précisément. Bon. Elle n'a pas participé à ces élections-là. Alors qu'elle aurait pu y participer. Elle aurait dû y participer. Avant les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Le président a eu une séance avec ces gens-là. Les partis politiques. Avec les partis politiques, a discuté avec les partis politiques. Même si certains ont brillé par leur absence. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a demandé, donc, face à l'impasse et tout cela, qu'ils aillent rediscuter cela à l'Assemblée nationale pour qu'on sorte de cette impasse-là. Ce qu'ils ont fait, vraiment. Ils ont discuté. Bon. Et ils sont arrivés à un point où ils devaient, en ce moment-là, s'entendre pour ouvrir la porte à la participation de tous les partis, de la plupart des partis à ces élections-là. Bon. Et il y a eu un consensus, finalement, avant d'aller à la plénière pour revoir un certain article, l'article 80, je crois, de la Constitution, pour pouvoir débloquer la situation. Bon. C'est de là qu'est venu le problème, le grand problème, le blocage. Ils se sont entendus et brutalement, on apprend que ceux qui ont signé cette entente-là, ce rapport positivement, se sont rebiffés et ont renié leur signature. Bon, pourquoi? Peut-être que les mentors ont dit non. Bon, ils ont renié et le blocage est arrivé. Alors, que faudrait-il faire en ce moment-là? Le président, à juste titre, a continué son chemin, a organisé les élections qui ont eu lieu. Malgré tout, qui ont eu lieu. Les élections qui ont eu lieu. Ce n'est pas faute d'avoir engagé la discussion avec l'opposition. Non. Et ça, je pense que les deux partis, BR et UP, pourraient mettre un peu plus l'accent sur ce problème-là
Est-ce qu'il faut revenir encore à... Ne pas revenir en arrière. Non, 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 mais ils auraient dû mieux expliquer et même écrire au-dessus. au-dessus. Azumé, professeur, est-ce qu'ils ont manqué de le dire? Il le disait, mais oralement, il le disait, ils ont dit, ils avaient dit tout ce qui s'était passé. Mais dans ces cas-là, quand vous êtes face à quelqu'un qui joue, je crois qu'il faut le transcrire, le dire pour que les gens le lisent, pour que ça reste précisément, pour que ça reste. Il a fallu le président, le secrétaire exécutif, je crois, de la FCBE, justement, pour dire ce qui s'est passé, effectivement. Et c'est là où, personnellement, j'ai compris aussi ce qui s'est passé, que j'ai retranscrit. Justement, j'ai cette partie-là à la page 97. Il s'agit d'un communiqué du parti FCBE, oui. qui est signé par le secrétaire exécutif de ce parti-là. Monsieur Houpin, oui. La volonté de remettre en cause ces points d'accord est l'œuvre des ennemis du parti qui, en avril 2019, lors des législatives, alors que le consensus a été trouvé avec la mouvance pour la modification de l'article 80 de la Constitution et la participation de l'opposition au scrutin législatif, ont fait feu de tout bois pour que les représentants de l'opposition dans le comité de crise renient leur signature, conduisant aujourd'hui à un parlement nommé et monocolore. Enfin, c'est là où vous vous êtes arrêté. Oui, et c'est ce qu'il a dit, lui, le secrétaire exécutif du parti. Donc, qui en sait quelque chose. Il sait exactement ce qui s'est passé. Pourquoi, justement, cette réticence à participer aux élections? Donc, en fait, vous voyez un peu. C'est ça le grand problème. Donc, le président Talon n'avait aucune responsabilité dans la non-participation aux élections de l'opposition. Oui, donc on avait derrière la tête un certain nombre de choses. Il y avait un autre agenda qu'il voulait mettre en place. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Ce qu'on a recommencé ensuite au cours des élections pour que... Bon, bref. Voilà ce qui s'est passé, en fait. Oui. C'est justement cette envie-là de laisser pour la postérité qui vous a inspiré certainement oui, parce que la rédaction de cet ouvrage. De cet ouvrage, d'abord, il y a ça, et puis ensuite, tout ce dont on accuse le président. Moi, j'ai utilisé le terme de déstructuration, mais le véritable terme que la conférence épiscopale du Bénin a utilisé, c'est déconstruction de l'esprit de la conférence nationale. Bon, ça c'est encore un peu plus fort, ce que j'ai utilisé là. C'est peut-être un peu plus fort, je ne vais pas vous prendre leur terme. C'est ça aussi qui m'a un peu gêné dans leur analyse. Parce que en fait, c'est ceux-là qui n'ont pas participé aux élections de 2019, qui n'ont pas participé et qui ont procédé par ruse justement pour ne pas y participer. C'est à eux que ça doit s'adresser, cette déconstruction de la conférence nationale. Mais c'est vrai, parce que accuser Talon de ça, je crois que ce n'est pas juste. Même si ce sont nos prélats qui le disent, ce n'est pas juste de l'accuser de ça. Oui, c'est ceux-là qui ont refusé d'y participer. Et ensuite, vous avez eu, sur le plan international, beaucoup d'accusations, des intellectuels qui ont écrit à Talon pour dire, oui, voilà, il y a toujours eu des élections... inclusive dans le pays, les choses sont toujours passées normalement, et sous lui aujourd'hui, voilà que tout se brise, ce n'est plus les mêmes choses, les partis ne peuvent plus se présenter aux élections, ainsi de suite, c'est le manque de démocratie et tout ça. Non, ils sont à l'extérieur, ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé. Et c'est précisément pour cela que j'ai retranscrit exactement ce que le secrétaire exécutif de la FCBE a dit. Ah oui, ça c'est extrêmement important. Moi, ça m'a choqué et j'ai voulu le faire comme ça pour la postérité, pour que les gens sachent exactement ce qui s'est passé réellement. Et ils le savent, eux, l'opposition le sait. Donc, ils n'ont pas réussi à imposer leur agenda, c'est tout. C'est vrai que je suis en train de rechercher la partie de la conférence épiscopale. À la page 92. 92, Vous voilà. retrouvez, oui, 92. De la conférence
épiscopale, Oui. pour qu'on puisse... Voilà, la conférence épiscopale regrette la déconstruction. Oui. de l'esprit et surtout de l'héritage de l'historique conférence des forces vives de la nation. Oui. C'est cela qui vous a inspiré le titre Oui, ça m'a inspiré. Moi, j'ai utilisé ce terme-là qui est encore un peu plus dur, je pense, que ce qu'ils ont dit. Bon, donc, je dis que c'est... Bon, moi, je dis que c'est pas juste. C'est pas juste d'accuser le président Talon de ça. Non. Mais à lire ces phrases, même si on le sait, finalement, on n'a plus la même interprétation, la même compréhension de cet esprit-là, de la conférence l'esprit de la conférence, c'était quoi? nationale de 90. Revivre une vie démocratique, Vous l'avez rappelé, ainsi de suite. Oui, parce que ce qui s'est passé au PRPB, vous connaissez le PRPB, c'était bon, le marxisme-léninisme, monolithique, avec un parti unique, ainsi de suite, avec tout ce que ça comporte comme vision politique et économique. Bon, maintenant nous sommes revenus à autre chose. Après la conférence organisée par Mitterrand, la conférence de la Baule, où le président Mitterrand a voulu remettre les pays africains sur cette voie démocratique, dit-on là, hein, et qu'à partir de ce moment-là, tous les pays à parti monolithique, unique, ont ouvert un peu la brèche pour qu'il y ait d'autres partis qui viennent s'installer également. Voilà, donc c'est une autre vie politique, une autre vision politique qui a commencé à partir de la conférence nationale, tout le multipartisme intégral et tout ça. Bon, voilà, dont j'ai parlé aussi. Dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, oui, et dont le président Soglo a parlé. Il était fondamentalement contre lui. En 2019, il y a eu combien de partis qui ont participé à la conférence, qui ont participé c'est référent au élections? multipartisme Mais c'est ça, et que tous les partis ne sont pas allés aux élections, donc il n'y a pas de démocratie, quoi. Et il ne vit pas dans la démocratie, dans la liberté. Hein, c'est une vision autocratique là, et puis bon, il veut maintenir ça, il veut vivre tout seul là-dedans pour pouvoir conduire le Bénin sur cette voie-là, antidémocratique. C'est ça le problème. Donc l'esprit de la conférence nationale, ce n'était pas cela. De toute façon, c'était en fait de faire revenir le Bénin dans la démocratie, liberté, tout cela, contrairement à ce que nous avions vécu au temps du PRPB, marxisme-léninisme, ainsi de suite, avec toute sa vision politique et économique. C'est ça le problème. Alors, le président Soglo, vous le disiez tout à l'heure, répondant à une question sur le multipartisme, je vais vous lire cette réponse rapide du président Soglo, qui était à l'époque de cette interview-là, Premier ministre en 90. Alors, l'Afrique est en train, c'est la citation, l'Afrique est en train de faire son bilan politique et économique. Elle a pratiquement tout essayé. Ses responsables se rendent bien compte des dangers qu'il y aurait à laisser se développer un multipartisme débridé. Il faut que petit à petit, les formations se regroupent et acquièrent une audience nationale. On pourrait évidemment, comme au Nigeria, décréter le bipartisme, mais ceux qui seraient ainsi mis hors jeu ne risquerait-il pas de torpiller ce système, Monsieur Azul? Oui, ben, évidemment. Quand on est exclu, évidemment, on essaye toujours d'avoir des actions contraires, donc torpiller. Bon, il n'a pas tort, ça. Bon. De toute façon, c'est une interrogation, il se pose la question. Il se pose la question, mais c'est pour qu'il fasse. Mais il a totalement raison de se poser des questions sur le multipartisme. Tout le monde s'est posé des questions sur le multipartisme. Bon, c'est sorti à la conférence parce que beaucoup voulaient cela, mais les conséquences en sont là aujourd'hui. Donc, Soglo avait parfaitement raison. Prenons notre pays de 10 millions d'habitants, vous avez 200 partis, même plus de 200, hein. Je ne me rappelle pas le chiffre exact. Bon, que voulez-vous faire avec ça? Il y a un clientélisme qui ne permettait même pas de travailler politiquement, économiquement et tout ça. Donc, il fallait arrêter ça. Mais tout le monde était d'accord sur cela. Tous les partis politiques béninois, tout le monde était d'accord. Tous les politiciens, les acteurs politiques étaient d'accord sur la réforme. Sur la réforme du système partisan. Tout ça, du système partisan.
Mais, alors, ce qui m'étonne, en fait, pourquoi ce refus d'accepter la proposition de réformer cela? Ah, c'est moi qui vous pose cette question. Ah oui, vous posez la question. C'est vous qui êtes en réalité. Oui, moi je me suis posé aussi la question aussi. Pourquoi ce refus? Est-ce que c'est c'est parce que c'est Talon qui veut l'acter aujourd'hui? Alors, du coup, j'ai pris, moi, tout ce que tous les anciens présidents ont dit sur la réforme constitutionnelle. Tous en ont parlé. Sauf Sogo qui n'a pas eu le temps, il n'a fait parler que du multipartisme. Le président Yahi, le président Kérékou en a parlé, mais il n'a pas voulu le faire. Donc, il s'est refusé à le faire. Bon, le président Yahi en a parlé, et ensuite le président Talon. Ils en ont tous parlé de la même manière qu'il faut réviser la Constitution. Le président Yahi, même dans son projet de société, lorsqu'il ses conseillers ont voulu vulgariser son projet de société du second quinquennat, là, 2011, pour vulgariser la Constitution, ils ont réuni les militants au palais, le congrès là-bas, quelque part dans les parages là, bon, pour en parler. Et certains, parmi eux, des conseillers imminents, dont tel le nom, disent mais que la Constitution est vieille, elle date de 20 ans, il faut changer un certain nombre de choses là-dedans. Et ensuite, on a cité tout ce qu'il fallait faire au niveau de la Constitution. Bon, voilà, donc, Talon a fait la même, ils l'ont dit, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su le faire. Ils n'ont pas su le faire. La même chose que Talon a proposé aujourd'hui. Qu'ils me disent non, les écrits sont là, les paroles dites sont là, hein, enregistrées. Ils l'ont dit, Talon a fait discuter tout cela bon, au niveau de commissions, d'intellectuels, de juristes, de politiciens et tout ça. Bon, qui l'a proposé? Il l'a proposé, la chose. Mais si finalement, ce ne sont pas les réformes qui ont posé problème, oui. Et si l'un des enjeux de cette conférence nationale, là, c'est aussi lutter contre l'impunité. L'impunité, oui. Alors, la question légitime qu'on pourrait se poser, où est le problème en réalité, M. Razou? La question légitime, Talon a proposé des textes, a proposé des choses. Qu'est-ce qu'on fait quand on propose, quand il y a des propositions? Il faut en discuter. Il faut en discuter. Mais ont-ils vraiment discuté de ces choses-là? Je sais qu'ils en ont discuté quelque part. Mais ont-ils continué cette discussion pour qu'ils ne pensent pas que ça leur a été imposé? C'est ça, moi, mon problème. Je ne comprends pas à ce niveau. Mais si à un moment donné, ils se sont retirés des échanges, est-ce qu'ils pourront toujours participer? Ah, mais s'ils se sont retirés, bon, c'est parce qu'ils sont retirés qu'ils ont un autre agenda. C'est tout. C'est tout. Bon, écoutez, je vois par exemple là, avant les élections, quand les gens allaient déposer les candidatures, hein, il y en a qui disent, bon voilà, certains candidats, bon moi je ne viens pas avec des parrains parce que je suis pour la Constitution de 1990. Bon, d'autres viennent dire tout ce qu'ils veulent dessus. Vous voyez ça déjà, ça pose problème, c'est-à-dire que ils ne veulent pas du tout de ce qui a été proposé là. Mais ceux qui ont compris et qui ont commencé les discussions, pourquoi ne veulent-ils pas aujourd'hui continuer ces discussions et participer au lieu de vouloir mettre un autre agenda à la place pour faire je ne sais quoi en fait? C'est ça ma question fondamentale. Ils ont quand même commencé les discussions à ce niveau-là. Talon était responsable, il a proposé. Mais aux gens d'en discuter. Ils ont discuté jusqu'à un certain niveau. Bon, ben, écoutez, ils n'ont plus voulu le faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il propose et puis c'est tout. Pour qu'il avance dans la construction du pays. Finalement, c'est ça qui nous importe. Non, je retiens de votre réponse. Oui. Pour en savoir davantage, il faudrait que ceux-là qui se sont retirés des institutions oui. en 2019 puissent nous dire les réelles motivations. Mais de dire les réelles. Pourquoi ce retrait? Pourquoi ce refus de continuer les discussions avec ça? C'est à eux de le dire, parce que si je dis que c'est à cause de ceci, bon, je suis en train de faire des procès de tension, là, je crois que c'est pas bien.
Bon, donc qu'ils le disent. Qu'ils disent pourquoi. Est-ce que Talon a imposé ces textes-là? Mais qu'ils disent. Parce que certains disent aussi hein, que la démocratique, il a imposé. Non, il faut être honnête aussi en politique. C'est pour ça que les mensonges en politique, dans notre politique, là, il y en a un peu trop dans le pays. Hein? Les mensonges, la mauvaise foi et tout ça. Non. Il faut qu'ils le disent clairement. Pourquoi? Parce que 2019, on aurait pu l'éviter, hein? Tout ce qu'on a eu. Nous aurions pu éviter tout cela. Si les discussions avaient continué là-bas, pourquoi ont-ils refusé? Pourquoi les mentors de ces deux participants au comité ont voulu que leur poulain aille retirer leur signature? Pourquoi? On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Si c'est une injonction qui leur a été faite, oui, vous ne le saurez jamais. Rien. Mais il va falloir que celui qui a retiré sa signature le dise pour l'histoire. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, ça le suivra. Ah oui, ça doit le suivre. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'il s'en explique. Il faut qu'il s'en explique. D'où le problème de 2019, en fait. Les gens n'y ont pas participé. Les gens n'y ont pas participé. Donc, est-ce que c'est une déstabilisation du pays? Est-ce que c'est... Oui, moi j'ai tiré des conclusions. Que les gens lisent et que je ne fais pas une propagande, hein, une publicité de mon livre. Mais j'ai tiré des conclusions et j'ai dit ce que je pense de ça. Donc, il faut. Dans le chapitre 5, intitulé Les raisons d'une cabale concertée, là, vous faites pratiquement un procès aux médias internationaux, médias français pardon, surtout, oui. Qui relaient aussi tout ce que cette diaspora, l'opposition de la diaspora. L'opposition et la diaspora, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils disent des présidents Talon. Non, mais en fait, il faut... Je ne sais pas, c'est pas parce que je suis un inconditionnel de Talon. Hein. Talon fait des choses, ça ne me plaît pas, je le dis, quand ça me plaît, je l'accepte. Mais enfin, quand vous entendez tout ce qu'ils disent, vous vous demandez, mais dans quel pays on est en fait? Même l'interview qu'ils ont eue avec le président, Dieu merci, il a su leur répondre, du tac au tac, il a su leur répondre. Les reprendre quand il le fallait. Quand il le fallait. Vous voyez, c'est cela, quoi. Le président Macron a été au Rwanda, là. Moi, j'ai suivi un peu ce truc. J'ai suivi la présidente là, de TV5 et puis une autre journaliste qui est venue interviewer le président. Mais comme Talon, il les a mis à leur place. À leur place. Exactement, des questions comme ça. Et ils ne sont pas allés plus loin. Hein. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut un peu. C'est ce qu'il faut. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une cabale, j'ai appelé ça une cabale concertée contre le président pour une déstabilisation tout simplement du pays en ce moment-là. Hein, en ce moment-là et même pendant les élections. 2021. Et ça, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. C'est quand même triste. Hein, c'est quand même triste que au XXIe siècle, là, quand même, que des intellectuels fassent intervenir des gens d'un autre temps pour venir vraiment... J'avoue que je ne suis pas là pour parler des chasseurs, c'est ça Ah ben bien sûr, c'est un autre temps quand même. Écoutez, ils ne sont pas là pour ça, eux. Ils sont là pour faire autre chose. Allez encore soulever ces gens-là. Mais ce qui m'a fait plus peur dans cette histoire, hein, des chasseurs et autres, tout ce qui s'est passé, c'est que certains des commanditaires, ou les commanditaires, ont marqué un peu de jotte, en fait. C'est-à-dire de réflexion, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à un moment extrêmement délicat dans la sous-région, avec les mouvements, les djihadistes et tout cela. Vous savez que, et ils sont à nos portes. Vous savez que ces gens peuvent banalement profiter de ces failles-là pour s'installer ou s'organiser à l'intérieur. Mais moi, c'est ce dont je parle tout le temps. Je me dis, mais un intellectuel qui aime vraiment son pays doit pouvoir réfléchir à cela. Les gens veulent profiter des failles pour entrer dans votre pays. Si ces gens-là venaient ici aujourd'hui, on ferait quoi? Je ne fais pas peur aux téléspectateurs. Mais il faut que nous, intellectuels, que nous réfléchissions un peu à tous les actes que nous posons.
Est-ce que vous voyez? Mais c'est des choses qui sont passées concrètement. Toutes les munitions qu'on a eues, toutes les machins qu'on a eues, nous attendons que la justice dise exactement d'où ça vient, qui a fait ça. Avec les munitions justement qui ont été Mais après ces événements. Oui, je ne fais pas peur aux gens. Bon, qu'est-ce que nous pensons de cela? Et c'est pour cela que vraiment ça m'a attristé de constater que ce sont nos intellectuels qui font ça de l'extérieur. Ça, c'est pas bien. Et justement, cette tristesse, on l'a constaté dans le chapitre 7, oui? le Bénin, la République des Intouchables. Des Intouchables. Ah oui, enfin, c'est hors de ça. Bon, la République des Intouchables. C'est-à-dire que, généralement en Afrique, là, aujourd'hui, et ailleurs aussi, hein, en politique, les politiciens, les hommes politiques en général, considèrent que on ne peut pas les toucher, la justice ne peut pas les toucher. Même quand ils vivent dans la corruption la plus totale, on les accuse, ils ne font jamais rien. Ils sont blancs comme neige, c'est des anges, ils ne volent jamais, ils ne trichent pas, ils ne font rien du tout. Hein? C'est les autres, c'est nous là, qui ne sont pas en politique. Non, non. Aujourd'hui, Talon a décidé de combattre, de mener une lutte acharnée contre l'impunité. Il l'a fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? La justice le dira. Alors, dès qu'on touche à ces gens-là, dès que on fait un audit, on montre que celui-ci a pris ci et ça. Quand c'est un acteur politique, à jamais c'est un acharnement politique. Non, on ne fait jamais rien. Non. C'est pour ça que je dis que, est-ce que le Bénin n'est pas devenu le pays des intouchables, la République des intouchables? Non. Il faut, comme tout le monde, il faut qu'ils subissent, qu'ils puissent être poursuivis par la justice comme le sont tout le monde, tous ceux qui touchent à l'argent de l'État, tous ceux qui détournent, tous ceux qui... Voilà le problème. Ils sont à l'extérieur, les exilés. Moi, je ne dis pas, hein, je dis pas que ce dont on les accuse est vrai. Mais... Il faut... Il faut faire face à la justice et nous montrer, nous, qu'effectivement, vous n'avez rien fait. Mais pas que parce que vous êtes homme politique, chaque fois qu'on vous accuse de cela, vous dites, c'est un acharnement politique. Alors, les hommes politiques, les acteurs politiques sont-ils devenus des intouchables dans notre pays? C'est la question qu'on se pose, que moi je me pose en tout cas. Mais à les entendre, ils estiment que la justice béninoise n'est plus impartiale. Bon, en fait, ils ne voudraient plus. Non, je ne suis pas dans le secteur, mais toujours est-il que quand vous êtes accusé, bon, vous vous présentez pour vous défendre, non? C'est pas ça qu'on fait? C'est cela la norme. Oui, est-ce que est-ce que tout le monde est capable d'aller, par exemple, en France, aux États-Unis, en Australie, où on veut, quand on les accuse? Non, parce qu'ils ont de l'argent, de toute façon, pour faire ça. Mais sinon, les autres restent ici, s'ils sont innocentés, bon, ils sont libérés. Bon, si c'est avéré, donc ils subissent les conséquences de là. C'est ça le problème. Donc le Bénin, je crois que il ne faut pas que ça devienne le pays des intouchables, quoi. En France, le président Sarkozy a été jugé. Il est resté en France, il n'a pas fui vers les États-Unis. Il est resté, on l'a jugé. Il s'en défend. Toujours. Mais il s'en défend. Et il est là. Il est là. Et aucun média français n'a dit que c'est un acharnement politique. Mais ici, Talon, dès qu'il le dit, les médias français arrivent, TV5, RFI, c'est même pas Talon, c'est la justice qui a besoin de les entendre. Et qui disent, oui, voilà, c'est un acharnement politique et tout ça. C'est ce qu'on entend tout le temps. Oui, c'est pas normal, je crois. C'est pas normal. Alors, Monsieur Razoumin, si on doit résumer un peu votre ouvrage, moi je retiens personnellement qu'il faudrait d'abord que ces personnes-là, ces deux personnalités-là qui ont entre-temps retiré leur signature puissent expliquer à la face du monde, en tout cas expliquer aux Béninois le pourquoi de cette décision et vous rappeler également que le Bénin n'est pas un pays d'impunité ou bien des intouchables, avez-vous dit? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, hein. Le Bénin n'est pas une république des intouchables, ça c'est par rapport à tous ceux qui sont partis ou qui sont à l'intérieur et qui se disent mais quand on m'accuse de quelque chose, c'est qu'il y a acharnement politique, même quand c'est vrai, acharnement politique.
Vous voyez, même quand c'est vrai, quand on est acteur politique ou homme politique, on ne peut pas m'accuser. On ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Donc, je suis blanc comme neige, je ne commets aucune faute. Vous voyez, je suis un ange. Non, non, que vous soyez homme politique, acteur politique, la justice peut vous poursuivre. Parce que notre pays n'est pas un pays des intouchables. Et intouchable, tout le monde est justiciable. Oui, parce que quand vous entendez les discours, là, tous ceux qui sont partis, enfin, moi je ne sais pas comment ils ont été accusés, de quoi ils ont été, mais tous ceux qui sont partis, c'est qu'il y a acharnement politique. On me poursuit parce que je suis de l'opposition, on me poursuit parce que je suis si, et ça. Mais enfin, qui fait quoi alors? Donc, les hommes politiques sont blancs comme neige dans le pays, ils ne font jamais rien de mal. Quand on les accuse, c'est un acharnement politique. Donc, le Bénin n'est pas une république intouchable. Quand même, il faut que la justice agisse aussi contre ceux-là qui se disent hommes politiques, acteurs politiques. Voilà. Si c'est cela, bon, donc vraiment, il faut qu'on ouvre toutes les prisons pour que tout le monde s'en aille, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut être juste. Il faut être juste. Bon, quand vous commettez une erreur, vous demandez pardon, et puis c'est après on vous pardonne, et puis c'est tout. Ils n'ont qu'à se justifier, que nous sachions exactement si oui ou non ils sont comptables de ceux dont on les accuse, ainsi de suite. Qu'on en finisse. D'accord. Monsieur Azoumé, les élections ainsi que les incompréhensions ou les querelles qu'elles génèrent, c'est désormais du passé, a dit le chef de l'État dans son discours d'investiture. Alors, le prenant au mot, certains se sont plus ou moins offusqués du gouvernement qu'il a mis en place parce qu'ils s'attendaient peut-être à un gouvernement d'unité nationale. Était-ce nécessaire, selon vous, monsieur Azoumé, un gouvernement d'unité nationale? Bon, qu'est-ce que ça aurait changé un gouvernement d'unité nationale? Vous avez une personne, un singleton qui est là, et puis ça signifie que tous les problèmes sont effacés, toutes les discussions qui ont eu lieu, et les mésententes et tout ça là sont effacées. Non, ça sert à rien. Ça aurait pu baliser le terrain. Bon, quel terrain ça allait baliser? Moi, je ne sais pas si ça allait baliser quoi que ce soit là. Donc vous estimez que ce n'était pas nécessaire? Non, c'était pas nécessaire du tout. Le gouvernement d'union nationale. Par rapport à quoi, en fin de compte, dans un pays, il y a toujours une opposition et une mouvance. En fait, union nationale, je ne comprends pas. Tant que sur l'essentiel, on ne s'entend pas. Les textes ont été à la base de tout ce qui s'est passé dans ce pays. Les gens ont cru bon de ne pas s'associer à ces textes-là, bien qu'ils en aient discuté, bien qu'ils aient compris l'essence de ces textes. Ils n'ont pas voulu les accepter et tout ça. Alors que la base de cette union nationale a été quoi? Que ou bien on retire tous ces textes-là, ou bien eux, ils acceptent les textes qu'ils refusaient. Peut-être donner de l'espoir aux radicaux, peut-être, même aux modérés, pour l'échéance de 2023, justement, puisque ce sont les textes qui sont querellés, qui sont toujours là, ça n'a pas encore changé. Peut-être donner de l'espoir, donc, pour les prochaines élections. Pour qu'on change les textes. Mais on continue de discuter sur les textes s'ils veulent. Mais je ne pense pas que ça aurait pu changer quelque chose à un gouvernement d'union nationale. Non, c'est pas ce que les gens veulent. C'est pas ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent selon vous? Ils ont leur agenda. Vous y tenez, monsieur Rajoul? Oui, j'y tiens, parce que non, il ne faut pas que nous soyons hypocrites. On est quand même. Tout le monde a une certaine vue sur les choses. Il ne faut pas qu'on bluffe en fait de compte. Il y a un agenda précis. Bon, malheureusement, celui qui est face à eux est aussi malin que tout le monde. Donc, il n'y a pas de. Non, ne nous bluffons pas. Ce n'est pas une union nationale comme ça. Et puis, deuxièmement, vous dites dans son discours, moi, je vous avoue que le discours, cette partie-là, vous ne l'interprétez pas comme ça. C'est-à-dire que, après tout ce qui s'est passé, bon, il faut oublier tout ça et puis remettre tout le monde dans le même panier. Sans savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi, qui a ordonné quoi, qui a commandité quoi, et qui. Mais c'est ça que nous voulons. Bon, moi, je ne le comprends pas comme ça. Et je ne pense pas que ça soit ainsi dans la tête du président. Je ne pense pas. Si c'est cela, donc on continue sur la même voie, l'impunité. Pour moi, c'est ça. Ou on lutte contre cette impunité-là en montrant à tout le monde, à tout le peuple béninois,
voilà ce qui s'est passé, voilà les gens qui ont fait ci, qui ont fait ci, qui ont fait ci, et qui n'ont pas fait ci, qui n'ont pas fait ci, mais qu'on relâche. Là. Parce que quand les gens ont été arrêtés, mais les gens continuent de se poser des questions. Nous avons été critiqués dessus. On disait qu'il arrête tout le monde, et puis le Bénin vit dans la peur, ainsi de suite. Et vous n'expliquez rien de tout cela. Vous dites, bon, j'ai oublié tout ça. Non, moi, je parle toujours un peu, hein, c'est ma maison, la CEB. Dans sa dernière déclaration, qu'est-ce que la CEB a dit? Que le pays vit dans la peur, il y a beaucoup d'arrestations et tout ça. Il faut montrer que ces arrestations n'ont pas été faites au hasard. Il faut montrer que le Bénin ne vit pas dans la peur. Et justement, avec ce silence après les élections et tout, pas que je suis contre le silence, qu'est-ce qui devait être fait en ce moment où le gouvernement vient de commencer son quinquennat, surtout parlant de l'opposition? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Puisque 2023, c'est dans moins de 2 ans, s'il y a une élection aussi capitale, il faut qu'on n'entende plus Parlement qu'il traite de monocolore, etc. Qu'est-ce qu'il devrait faire en ce moment-là? Ça me permet de vous entendre sur la nomination du chef de file de l'opposition. Mais l'opposition doit s'organiser pour pouvoir, pour que les partis participent. C'est le rôle de l'opposition de discuter avec le président. Mais il n'a qu'à s'organiser. Il n'a qu'à s'organiser, que les partis s'organisent. Que les partis s'organisent. Maintenant, le grand problème, est-ce qu'ils acceptent les textes ou pas? Parce qu'à mon avis, ce n'est pas des gens qui veulent... Ils veulent carrément que les textes soient oubliés, et puis c'est tout, hein, pour un certain nombre d'opposants. D'autres veulent qu'on corrige et tout ça. Bon, c'est le rôle maintenant du chef de l'opposition de prendre langue avec le chef de file, de prendre langue avec le président pour discuter. Que les autres s'organisent pour 2023. Mais enfin, je ne sais pas, c'est pas compliqué. Qui s'organise pour 2023. Que veut l'opposition? Bon, d'abord, il faut que l'opposition nous dise, en fait, hein, s'ils ne veulent plus de ces textes-là, ou si il faut simplement corriger. Ces revendications avant les élections, Est-ce que c'est ça qui continue? Là, on ne sait vraiment pas si ces revendications demeurent, on ne le sait pas. Et il faut que l'opposition fasse entendre, dise, bon, voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons après les élections. Pour cela, il y a le chef de file de l'opposition pour pouvoir échanger avec toute la classe de l'opposition et échanger justement avec le chef de l'État pour que ça l'opposition qui se réunissent, qui les réunit et qui les disent ce qu'ils veulent. Mais enfin, moi je suis d'accord avec le président qu'il n'est pas question de faire une conférence nationale bis. Non, pas du tout. On n'en est pas là. Vous l'avez dit, les commissions ne sont pas Non, on n'en est pas là du tout. Il ne faut pas noyer les questions dans cette chose-là. On n'en est pas là. Je crois que maintenant, il faut penser à travailler, il faut construire le pays, il faut faire en sorte de perdre le temps dans ces bavardages inutiles. Il faut maintenant, là, est-ce que ces textes qui sont là, qu'est-ce qu'il faut corriger dans ces textes? Qu'est-ce qu'il faut faire au sujet de ces textes-là? C'est tout. Quand même, on va pas jeter tout ça à l'eau après y avoir travaillé pendant longtemps. Pratiquement. Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Moi, je ne suis pas d'accord avec les conférences nationales et tout ça. Non, les gens savent ce qu'ils veulent en disant cela. Qu'est-ce que vous attendez de ce chef de file de l'opposition? Qu'ils prennent langue avec l'opposition, qu'ils discutent avec eux pour faire en sorte que ce que eux ils ont fait, ce que cette FCBE et toute l'opposition là qui s'est présentée à ces élections-là a fait, que les autres aussi puissent le faire. Bon, s'ils ne veulent pas le faire ainsi, qu'ils disent, chef d'opposition, voilà ce que nous voulons. Et on saura exactement ce qu'elle veut, cette opposition. C'est tout. Bon, maintenant, parce que moi, je ne suis pas d'accord à ce que... Enfin, ce discours, cette partie du discours, pour moi, est interprétée de diverses manières, et je crois que c'est un peu dangereux. Je crois qu'il faut mettre les choses au point. C'est pas l'impunité, de toute façon. Ça ne signifie pas qu'il y a impunité. Non. On va dire aujourd'hui, bon, la justice, arrêtez là vos investigations, et puis, bon, aujourd'hui, nous sommes tous des frères, et puis les gens reviennent au travail et tout. Je crois que c'est pas bien. C'est pas bien.
Puisqu'on parle du discours, Monsieur Razoumin, le chef de l'État s'est donné une devise que vous avez certainement entendu, une devise pour ce mandat, et souhaite qu'il soit établi à la fin de ce quinquennat, qu'il ait donné le meilleur de lui-même pour mériter d'être appelé Agbonon. Le mérite, vous êtes convaincu qu'il l'aura, en tout cas quand on se réfère à votre ouvrage. Mais votre inquiétude à vous, c'est l'après Agbonon, si on peut le dire. L'après Agbonon, oui, bien sûr. Mais c'est pas votre inquiétude à vous. Moi, bon, il faut... C'est vous qui êtes l'invité. Parce que je souhaite, et j'appelle tous mes voeux, que le président puisse réussir déjà le second quinquennat, qu'il puisse le réussir véritablement. Après, maintenant, effectivement, on ne manque pas de se poser la question, et personnellement, je me pose la question, s'il le réussit vraiment, qu'en sera-t-il pour les années à venir? Est-ce que le travail sera poursuivi? Est-ce que le Bénin, en ce moment-là, ira encore dans le même sens et tout? Bon, on se pose toujours cette question-là, question d'inquiétude, parce que les caractères ne sont pas les mêmes, les façons de travailler ne sont pas les mêmes, et puis la vision politique et économique ne sont toujours pas les mêmes. Alors je ne sais pas qui sera là, qui va faire le travail correctement. Et qu'est-ce que vous aurez souhaité? Que le travail se poursuive, que le Bénin se construise, et que nos enfants aient du travail, mais c'est cela, pas venir et puis encore poursuivre dans la gloutonnerie habituelle, et puis bon, que le Bénin retombe encore dans je ne sais quoi, habituel. Bon, mais c'est tout. Moi, je crois que c'est ça. Nous ne pouvons que souhaiter du bonheur pour notre pays, une avancée qualitative pour notre pays, que nos enfants aient du travail, que nos enfants puissent vivre mieux que nous, qui là jusqu'à présent. Je crois que c'est ce qu'on doit souhaiter. Mais je souhaite d'abord qu'il réussisse ce quinquennat-là, comme il a commencé, comme il a terminé le premier, pour qu'il soit véritablement appelé à bon nom. À votre niveau, à vous, vous voulez faire quoi pour l'accompagner dans cet élan, ce nouveau quinquennat qui vient de démarrer avec déjà, toutes ces annonces-là? Le fait de dire ce que j'ai dit dans mon livre, le fait quelque part, j'ai dit que il faut le porter au nu. Ça, c'est dans les dernières pages. Non, première ou deuxième page, je crois quelque chose comme ça. Déjà je le soutiens fermement. Bon, donc, à la dernière ligne là, qu'est-ce que j'ai dit? Merci Patrice. Merci Patrice. Merci Patrice. Alors, donc, bon, je m'en fous. De toute façon, on peut me critiquer d'être je ne sais pas quoi, tout ça. Non, je suis rien par rapport à lui. De toutes les façons, j'ai des critères de comparaison. J'ai des critères de comparaison. Les gens de ma génération et de la génération d'avant peuvent aujourd'hui comparer. Comparer ce qui existait et ce qui existe aujourd'hui. Ah oui, il faut être honnête, hein? Je n'ai rien avec lui, mais alors je le félicite d'avoir travaillé ainsi pendant 3 ans et demi, mais il met en place un certain nombre de choses qu'aucun des présidents qui nous ont mis en place. Mais c'est vrai, il faut... Pourquoi ne le dirais-je pas? Cette phrase-là, j'ai utilisé plusieurs fois dans mon livre, comme étant de n'importe quoi, mais je sens que je dois dire cette vérité-là. Et qu'on ne dise pas que Talon est venu déconstruire quelque chose, qu'elle est venue mettre à terre un certain nombre de principes, une vision politique. Non, il a sa vision politique, mais c'est la même vision, hein, la même vision politique depuis la conférence jusqu'à présent. Il le fait, il la met en pratique d'une certaine manière, qui ne sera jamais la même que celle des autres, à sa manière, bon, peut-être un peu plus durement, mais il le fait. Et pour ça, moi, je le félicite d'avoir réussi ainsi. Et mon seul souhait, c'est qu'il réussisse ce quinquennat-là. Vous avez voulu replacer la conférence nationale dans son contexte. C'est ce que vous avez fait dans ce livre avant d'en venir à tout ce que nous avons pu voir en 2019, 2021, etc. Donc, je rappelle aux amis téléspectateurs et auditeurs que c'est plus ou moins le fond de cet ouvrage de M. Marc Laurent Razoumin. Il est parti de l'idée de la conférence nationale. Comment cette idée même a germé, comment on en est arrivé là, comment les dates ont été choisies, etc. Maintenant, il a fait une étude comparative, ça on l'a peut-être oublié, des différents
président, vous avez présenté le bilan du président Kérékou. J'ai lu également le bilan du président Soglo, de Yahi Boni, c'est 10 ans également, et vous en êtes arrivé finalement au président Talon. Et oui, j'ai noté cette phrase, vous l'avez dit explicitement, que le chef de l'État a fait un travail de 15 ans pendant ses 5 ans. Même moins de 5 ans, parce que les 2 premières années ou l'année et demie, là, c'était les études, l'organisation. Et je disais même que ce monsieur est un grand chercheur, finalement, parce que vraiment, il a travaillé scientifiquement pour pouvoir mettre un programme en place. En 2 ans, on organise tout ça. Et après cela, on commence le travail. Quand tout a été mis en place, c'est formidable. C'est le travail du chercheur. Et puis, bon, avec tout ce qui l'entoure, tout ça, je l'ai félicité d'ailleurs pour l'avoir suivi et puis travailler de façon consciente et scientifique avec lui. Moi, je crois que c'est extrêmement important de le préciser, quoi. Bon, enfin, vous l'avez fait de toutes les façons? Ben, je l'ai fait. Il reste du temps. Oui, ça restera. Mais je me moque du quand dira-t-on. Ça m'est égal. Hein. Bon, moi, je suis un enseignant, je suis un chercheur. J'ai analysé, selon moi, selon mes idées, ce que je vois là, dans mon pays aujourd'hui. Oui. Que d'autres qui ne sont pas d'accord, ben, disent le contraire et l'écrivent. L'écrit est extrêmement important. Extrêmement important. Et c'est quand même des réflexions. Hein. Oui. Monsieur Marc Laurent Razoumin, nous arrivons donc au thème de cet entretien qui a été vraiment intéressant. Je vais dire, nous allons simplement conclure. La conclusion est que, bon, je souhaite que le discours d'investiture soit véritablement, pas avant longtemps, bien expliqué, là, les points du social, soient expliqués pour que ça n'aille pas à volo, quoi, que chacun ne dise pas ce qu'il veut là-dedans, mettre ce qu'ils veulent, surtout pour les gens, ça soit fixé. Et ensuite, je voudrais que la communion, les discussions avec les différents groupes, les groupes sociaux, les syndicats et autres s'intensifient. Parce que ils sont sevrés dans le quinquennat passé de leur mode d'action, les grèves et tout ça. Ils sont pas. Non. Je ne suis pas d'accord avec. Oui, je ne suis pas d'accord non plus avec ce débrayage intempestif et autres. Et ils sont restés sages. Bon, mais je voudrais que le président les associe beaucoup à un certain nombre de réflexions concernant les travailleurs, concernant les populations et autres. Je crois qu'il faut ça. Il l'a fait une fois et on a vu un peu comment ces syndicats étaient satisfaits de cela. Il faut qu'il intensifie ça aujourd'hui. Rencontrer les gens, discuter souvent avec eux pour qu'il n'y ait pas de frustration. Maintenant, ceux qui ne veulent pas de sa vision, de son système, ça c'est autre chose. Il aura l'occasion de faire de ce qu'il veut. Monsieur Marc Laurent Razoumin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur de linguistique à la retraite et le sujet de notre entretien aujourd'hui, c'est votre livre qui replace, comme je le disais, la conférence nationale dans son contexte. Vous avez eu l'idée d'écrire au regard de toute l'actualité politique de ces dernières années sur tous les événements de 2019 et toutes les critiques qui ont suivi. Merci beaucoup à vous, Monsieur Razoumin. C'était un plaisir pour moi. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour... Voilà. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'entretien de ce dimanche. On se retrouve juste derrière pour le débriefing de ces échanges. À tout à l'heure donc.